Ice City, Groenland. De la surface, on distingue à peine les cheminées. Ces schnorkels massifs sculptés avec soin qui apportent de l'air frais, voire très frais, aux 300 kilomètres de galeries souterraines. Parmi les 250 millions de personnes qui ont un jour habité cette merveille de conception urbaine, seules quelques-unes sont restées. Certaines tentent d'y développer une petite mais prometteuse industrie touristique. D'autres jouent les conservateurs et vivent de la subvention attribuée par l'UNESCO dans le cadre du nouveau programme de patrimoine mondial de l'humanité. D'autres encore, comme Ahmed Farahnakian, ex-major de l'armée de l'air iranienne des gardiens de la révolution islamique, n'ont tout simplement nulle part où aller. L'Inde et le Pakistan, un peu comme la Corée du Sud et la Corée du Nord, ou l'OTAN et les pays de l'ancien pacte de Varsovie. Si deux États devaient absolument se battre à grands coups d'ogives nucléaires, c'était forcément l'Inde et le Pakistan, pas vrai? Tout le monde le savait, tout le monde s'y attendait. Et pourtant, c'est très exactement ce qu'il ne s'est pas produit. Vous vous rendez compte? Une menace pareille, tellement omniprésente. Tout était en place pour qu'on évite le pire depuis des années. Liaison téléphonique directe entre les deux capitales, les ambassadeurs qui s'appelaient par leur prénom. Tous les généraux, les politiciens, ceux qui s'impliquaient d'une manière ou d'une autre dans la gestion des crises potentielles. Ou les former justement pour que l'apocalypse n'arrive jamais. Personne n'aurait imaginé que les événements prendraient cette tournure, et certainement pas moi. L'épidémie ne nous a pas autant affectés que les autres pays. La région est très montagneuse, vous savez. Les transports posaient encore beaucoup de problèmes à l'époque. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de monde, de toute façon. Vu la taille du pays, on comprend mieux l'optimisme de nos dirigeants. D'autant qu'il suffisait de quelques unités militaires pour isoler la plupart des villes. Non, le problème, c'étaient les réfugiés. Ils en venaient de l'Est par millions. Des millions. Ils arrivaient par le Baloutchistan et ils ont fichu tous nos plans par terre. De nombreuses zones étaient déjà contaminées. Et voilà que des nouveaux troupeaux entiers de morts-vivants convergeaient vers nos villes. Nos gardes-frontières étaient débordés. Des casernes entières disparaissaient sous une marée de goules. On ne pouvait tout simplement pas fermer les frontières et espérer maîtriser les épidémies de l'intérieur. On a demandé aux Pakistanais de contrôler leur flux migratoire. Ils nous ont dit qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient. On savait très bien qu'ils mentaient. La majorité des réfugiés arrivaient d'Inde. Ils avaient traversé le Pakistan dans l'espoir de trouver un endroit sûr. Le pouvoir à Ismailabad était plutôt satisfait de les voir partir. Autant refiler le problème à un autre pays plutôt qu'avoir à tout gérer soi-même, hein. Peut-être que si nous avions pu coordonner nos forces, établir un plan commun de défense à un endroit donné. On planchait sur cette idée, je le savais. Les montagnes du sud du Pakistan, le Pad, le Kirtar, la chaîne Brahui centrale. On avait pu arrêter tout le monde, les réfugiés comme les morts-vivants. Mais le plan a été rejeté. Un des attachés militaires de leur ambassade nous a averti que tout déplacement de troupes sur leur sol national serait considéré comme une déclaration de guerre. Un paranoïaque. Je ne suis même pas sûr que notre proposition soit remontée jusqu'à leur président. Nos leaders ne lui parlaient jamais directement. Vous comprenez maintenant pourquoi j'évoquais l'Inde et le Pakistan. Nous n'avions pas ce genre de relation, nous. Les machines diplomatiques n'étaient pas encore fonctionnelles, pour autant qu'on le sache. Ce petit colonel de merde a peut-être averti son gouvernement que nous nous préparions à annexer les provinces de l'Ouest. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Tous les jours, des centaines de milliers de personnes passaient la frontière, et parmi eux, des milliers de malades.
Il fallait qu'on agisse, et qu'on agisse vite pour nous protéger. Il y a une route qui sépare nos deux pays, toute petite d'après vos standards. Elle n'est même pas entièrement bitumée. Mais ça restait l'artère principale du Sud-Baloutchistan. Il suffisait de la couper en un seul endroit, le pont de la rivière Kent, pour réduire le trafic d'environ 60%. J'ai assumé le commandement de la mission aérienne, avec une sérieuse escorte. On n'avait même pas besoin d'intensificateurs de lumière. On voyait leurs lueurs sur des kilomètres, le long fil blanc dans les ténèbres. J'arrivais même à distinguer les petits éclairs des armes à feu. La zone était fortement contaminée. J'ai visé les fondations du pont, histoire de compliquer un peu plus sa reconstruction. Les bombes ont suivi une trajectoire impeccable. C'était de l'explosif conventionnel, juste assez pour faire du bon boulot. Et un avion américain, nos très opportunistes alliés à l'époque, un avion américain utilisé pour détruire un pont construit avec l'aide économique américaine. Ils ont beaucoup apprécié l'ironie de la situation à l'état-major. À titre personnel, je m'en fichais totalement. Dès que j'ai senti mon pantone s'alléger, j'ai mis les gaz et j'ai attendu le rapport visuel de l'officier de veille, en priant très fort pour que les Pakistanais ne répliquent pas. Bien sûr, mes prières n'ont pas été entendues. 3 heures plus tard, les garnisons de Qila Safed a déferlé sur l'un de nos postes frontières. Aujourd'hui, je sais que notre président et notre ayatollah comptaient en rester là. Nous, on avait eu ce qu'on voulait. Eux, ils avaient leur revanche. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais qui allait leur dire? Et comment? À Téhéran, leurs ambassades avaient déjà détruit tous les codes et toutes les radios. Cet enfoiré de colonel avait préféré se coller une balle dans la tête plutôt que de révéler des secrets d'État. On n'avait aucune liaison téléphonique, aucun canal diplomatique, rien. On ne savait même pas comment contacter le président pakistanais. Et d'ailleurs, existait-il encore un gouvernement pakistanais? Il y avait une belle pagaille. La confusion tournait à la colère, et la colère visait nos voisins. Le conflit dégénérait d'heure en heure. Incidents de frontières, frappes aériennes, tout ça s'est passé si vite. 3 jours de guerre conventionnelle et pas le moindre objectif clair des deux côtés de la frontière. Juste de la colère et de la panique. Il hausse les épaules. On avait créé un monstre, une horreur nucléaire que personne ne pouvait maîtriser. Téhéran, Islamabad, Qom, Lahore, Bandar Abbas, Ormara, Imam Khomeini, Faisalabad. On ignore le bilan initial. Et personne ne sait combien mourront d'irradiation au final. Les nuages radioactifs se sont étendus sur nos 2 pays. Sur l'Inde, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique et même l'Amérique. Personne ne croyait que ça pouvait arriver. Et surtout, pas entre ces 2 pays. Merde. C'est eux qui nous ont aidés à lancer notre programme nucléaire depuis le début. Ils nous ont fourni le matériel, la technologie. Ils ont joué les intermédiaires avec la Corée du Nord et la mafia russe. Jamais nous n'aurions rejoint le club des puissants nucléaires sans nos frères musulmans. Personne ne s'attendait à un truc pareil. Mais bon, personne ne s'attendait non plus à ce que les morts se relèvent de leur tombe, n'est-ce pas? Un seul aurait pu le prévoir. Un seul. Mais je ne crois plus en lui. Denver, Colorado, États-Unis. Mon train a du retard. Le pont à bascule est encore en phase de test. Apparemment, ça ne gêne pas Todd Wainio, qui m'attend tranquillement sur le quai. Nous nous serrons la main juste en dessous de l'énorme fresque murale sur laquelle on peut lire « Victoire », sans doute l'image la plus célèbre de la guerre aux États-Unis. Tirée à l'origine d'une photographie, la fresque montre une escouade de soldats sur la rive ouest de l'Hudson, le regard tourné vers l'aube qui pointe au-dessus de Manhattan.
Mon hôte a l'air bien petit et bien frêle à côté de ces icônes démesurées. Comme beaucoup d'hommes de sa génération, Tob Wainyo a vieilli avant l'heure. Avec son ventre proéminent, ses cheveux gris clairsemés et les 3 cicatrices parallèles qui lui creusent la joue droite, cet ex-fantassin en est encore au début de sa vie. On a du mal à le croire. Le ciel était rouge ce jour-là. La fumée, tous ces trucs qui avaient brûlé pendant l'été, ça donnait à la lumière une coloration orangée. On avait l'impression de regarder le monde à travers le genre de verre que les gosses peignaient à la main à l'école. Voilà la première image que j'ai vue des Yonkers. Une banlieue pauvre comme les autres au nord de New York. Personne n'en avait entendu parler dans la section. Certainement pas moi, en tout cas. Et maintenant, ce bled est aussi célèbre que... je ne sais pas, moi. Pearl Harbor? Non, pas Pearl Harbor. Ça, c'était une attaque surprise. Disons plutôt Little Big Horn. Là où on savait que... enfin... bref. Les gens au pouvoir à l'époque, eux, au moins, ils savaient ce qui se préparait. Ou du moins, ils auraient dû. Le truc, c'est que ce n'était pas vraiment une surprise. La guerre, l'état d'urgence, la crise, appelez ça comme vous voulez, ça avait commencé depuis longtemps. La grande panique, ça datait de quand déjà? 3 mois. Vous vous rappelez comment c'était? Tous ces mecs qui pétaient les plombs, qui se barricadaient chez eux, qui pillaient les supermarchés et les armureries, et ceux qui tiraient sur tout ce qui bougeait. Entre les Rambo du dimanche, les accidents, les incendies et tout ce gigantesque bordel qu'ils ont baptisé la grande panique. Ça tuait plus de monde que notre ami Isaac, du moins au début. Maintenant, je comprends mieux pourquoi l'état-major a privilégié la solution d'une bataille rangée. Ils voulaient montrer à la population qu'ils avaient la situation bien en main. Ils voulaient calmer les gens, histoire de pouvoir gérer ensuite le vrai problème tranquillement. Et comme il fallait frapper fort côté propagande, j'ai fini à Yonkers. Honnêtement, ça n'était pas le pire des endroits pour organiser la bataille. Une partie de la ville s'étendait le long de la petite vallée, et juste en face des collines, là, à l'ouest, il y avait l'Hudson River. La route de Sawmill Mill River passait exactement au centre de notre ligne défensive. Et tous les réfugiés qui circulaient sur la voie rapide attiraient les morts vivants dans notre direction. Un vrai goulet d'étranglement naturel, et une vraie bonne idée, la seule bonne idée de la journée. Todd s'allume une nouvelle Q, la cigarette locale baptisée ainsi en raison du quart de tabac qu'elle contient. Pourquoi ils ne sont pas positionnés sur les toits, hein? Il y avait un centre commercial, 1 ou 2 garages, et quelques grands immeubles avec des bons toits bien plats. Assez de place pour toute une compagnie juste au-dessus de l'AMP. De là, on aurait embrasé toute la vallée sans courir le moindre risque. Il y avait une tour aussi, de quoi 20 étages? Je crois bien, oui. Les baies vitrées de chaque appartement donnaient sur la route. Pourquoi n'avait-il pas posté une équipe de tireurs à chaque fenêtre, bordel? Vous savez où ils nous ont placés? Au sol, comme des rats derrière des sacs de sable. On en a perdu de l'énergie et du temps, et érigé ces positions de tir si merveilleusement élaborées. Une bonne couverture et camouflage. Couverture, ça veut dire protection conventionnelle, physique, contre les armes de petit calibre et les tirs aériens. Ça ressemblait à ce que nous préparait l'ennemi, ça. Sac donné dans l'attaque aérienne maintenant. Et pourquoi on se faisait chier à se camoufler, alors qu'on voulait justement qu'ils rappliquent tout droit en nous voyant? Tous des cons, ces gradés. Tous. En tout cas, je suis sûr que le responsable de tout ce bordel devait être le premier des planqués de Fulda. Vous savez, ces généraux qui attendaient la retraite,
en organisant des manœuvres pour défendre l'Allemagne de l'Ouest contre les cocos. Un cul serré, oui, sans aucune vision d'ensemble. Probablement tous excités après des années passées à gérer des micro-conflits. Ces types venaient de Fulda à tous les coups, parce que tous confusaient, puaient la guerre froide à plein nez. Vous savez quoi? Ils ont même essayé de creuser des tranchées pour les tanks. Les ingés militaires ont fait intégralement sauter le parking de l'AMP pour ça. N'importe quoi. Vous aviez des tanks? Vous nous prenez pour qui? On avait tout, mec. Des tanks, des Humvees et tous les calibres possibles et imaginables. Du 50 au mortier lourd Vasilek. Ça au moins, ça aurait pu servir. On avait des missiles Stinger Sol Air Avenger montés sur les Humvees. Et même un pont mobile AVLB. Super pratique pour enjamber les filets d'eau de 50 cm qui coulaient sur la route. Et puis, on avait aussi tout un tas de véhicules XM5, conçus pour la guerre électronique, bardés de radars et de systèmes de brouillage radio. Et puis... ouais, on avait même les latrines géantes portables, plantées là, au milieu de nulle part. Pourquoi? Alors que l'eau courante fonctionnait parfaitement et qu'il y avait des chiottes en état de marche dans chaque appartement du quartier. La vache, on en avait vraiment besoin, pas vrai? Tous ces merdes qui bloquaient la circulation pour faire joli. En fait, je crois que c'est exactement ce qu'ils voulaient. Faire joli. Une opération médiatique? Putain, ouais. Il y avait au moins 2 journalistes par soldat. Même s'il s'agit évidemment d'une exagération, les rapports officiels stipulent que la bataille de Yonkers affichait le ratio militaire journaliste le plus élevé de l'histoire. À pied, en camionnette, et je ne sais même pas combien il y avait de motos de presse. Avec tous ces véhicules, je ne sais pas moi, ils auraient au moins pu en réquisitionner quelques-uns pour sauver un minimum de gens à Manhattan. Mais non, c'était juste une putain d'opération médiatique, histoire d'exhiber notre magnifique puissance de feu, et notre bronzage aussi. Certains rentraient tout juste du désert. On n'avait encore rien repeint. Tout ça, c'était de la comédie. Pas seulement le matériel, nous aussi. On avait eu le droit au MOPP4, mon pote. Mission Oriented Protective Posture. Version 4. 2 gros uniformes renforcés, avec des casques censés nous protéger contre n'importe quelle attaque NBC. Vos supérieurs craignaient que le virus se transmette par la voie des airs? Alors pourquoi ne pas avoir filé des masques aux journaleux, si c'était le cas? Et pourquoi ils n'en portaient pas, nos supérieurs? Et ceux qui tenaient la 2e ligne, eux, ils étaient peinards, en tenue standard, pendant que nous, on crevait de chaud sous plusieurs couches de caoutchouc et de filtres à charbon actif. Sans parler de l'armure. C'est qui le petit génie qui a eu l'idée de l'armure? Et pourquoi faire? Parce que la presse se plaignait qu'on ne les avait pas assez utilisés pendant la dernière guerre. Mais bordel de merde, à quoi ça sert un casque quand on se bat contre un mort-vivant? C'est plutôt eux qui ont besoin de casques, pas nous. Et puis, il y avait aussi le câblage réseau Land Warriors, le système intégré à chaque uniforme. Un truc électronique qui nous relie les uns aux autres. Et à nos supérieurs, via le viseur tête haute, on peut uploader des cartes, des données GPS, des images satellites en temps réel. On voit sa position exacte sur le champ de bataille, celle des gentils, celle des méchants. On peut même voir les images de la microcaméra montée sur le canon de notre flingue, ou celle de n'importe quel autre. On voit dans les coins, derrière les murs, partout. Le Land Warrior, ça permet à chaque soldat d'avoir quasiment la même info que le centre opérationnel. Et eux, ils commandent tout l'unité comme un seul soldat. Nétrocentrique. C'est ce que les officiers n'ont pas arrêté de raconter devant les caméras. Nétrocentrique et hyper-guerre. Des mots très cool, quoi.
mais qui signifie que dalle quand on se tape le cul à essayer de creuser un trou avec un équipement MOPP. L'armure de combat, le Land Warrior, l'équipement standard en plus. Et tout ça le jour le plus chaud de l'année, évidemment. J'avais du bol de tenir encore debout quand Zach a montré le bout de son nez. Au début, il y en avait pas beaucoup. À peine quelques-uns. Il titubait entre les carcasses de voitures abandonnées sur la voie publique. Au moins, les réfugiés avaient été évacués. Ok, ça aussi ils l'ont fait correctement. Choisir le bon boulet d'encombrement et évacuer les civils. Super boulot, rien à dire. Le reste par contre, Zach a fini par dépasser la première ligne de tir. Celle qu'on avait désignée en priorité pour les MLRS. Je n'ai même pas entendu partir les roquettes, tellement ma cagoule étouffait les bruits, mais je les ai clairement vus filer droit vers leur cible. J'ai pu admirer leur descente et la séparation de la coque qui laisse la place à des myriades de petites bombes aux ailerons en plastique. À peine la taille d'une simple grenade à main. Un explosif antipersonnel avec des capacités performantes, assez limitées sur le blindage. Elles se sont éparpillées sur les jets. Pour nous, lecteurs, jets sont les ghouls. Et ont explosé en touchant la route ou les épaves de voitures. Les réservoirs encore à moitié pleins ont sauté comme des petits volcans, crachant de véritables geysers de flammes et de débris. Ça a renforcé l'effet pluie d'acier. Honnêtement, c'était trop la fête. Tout le monde hurlait de joie dans les micros. Et moi avec, pendant que les ghouls cramaient. Il devait y en avoir, je ne sais pas, quelque chose comme une trentaine, peut-être 40, 50 zombies sur les 800 mètres de voie rapide. Le bombardement en a bousillé au moins les 3/4. Seulement les 3/4? Todd termine sa cigarette, en une seule longue bouffée rageuse, puis s'en rallume immédiatement une autre. Ouais, et c'est peut-être ça qui aurait dû commencer à nous inquiéter. La pluie d'acier les a tous touchés, les shrapnels les a mis en pièces. Putain, il y avait des morceaux partout sur la route. Ils perdaient littéralement leurs membres en avançant vers nous. Mais les tirs à la tête, c'était le cerveau qu'il fallait bousiller, pas le corps. Et tant que leur matière grise fonctionnait encore, et qu'il leur restait un peu de mobilité, certains continuaient à marcher. Et ceux qui ne pouvaient plus, ils rampaient. Ouais, tu m'étonnes qu'on aurait dû se poser des questions. Mais voilà, pas de bol, on n'avait pas le temps. De quelques zombies, on était passé à toute une flopée, beaucoup plus nombreux. Par douzaines maintenant et collés les uns aux autres entre les bagnoles qui brûlaient. Le truc marrant avec Zach, c'est qu'on s'attend toujours à ce qu'il porte son plus beau costume. C'est comme ça que les médias les décrivent. Tous sapés comme des princes. Des G en costard cravate ou en robe, genre soirée caritative, mais morts. Tu parles. Il ne ressemblait pas du tout à ça. La majorité des infectés, je veux dire les premiers, ceux qui ont fait partie de la première vague, ils sont morts à l'hosto ou chez eux, dans leur lit. La plupart d'entre eux avaient seulement une blouse d'hôpital, un pyjama ou une chemise de nuit ou carrément à poil même. On voyait très bien leurs plaies toutes séchées, les cicatrices des escarres. Toutes ces marques-là, ça nous faisait frissonner, même engoncés comme on l'était dans nos armures surchauffées. La seconde, pluie d'acier, n'a pas eu la moitié des effets de la précédente. Les réservoirs avaient déjà tous sauté et maintenant, les jets s'agglutinaient les uns aux autres, ce qui limitait les éventuelles blessures à la tête. Je n'avais pas peur. Pas encore. Ok, je n'avais vraiment plus de jus, mais j'étais sûre que ça reviendrait à la seconde même où Zach poserait le pied sur la deuxième limite de tir. Une fois de plus, je n'ai rien entendu quand ils ont tiré les paladins. Mais les obus, putain. Oui. Je les ai entendus quand ils sont tombés. C'était des HE 155 standards. Tête explosif avec chambre à fragmentation. Et ils ont causé encore moins de dommages que les roquettes. Pourquoi? Pas d'effet ballon.
Quand une bombe explose à côté de vous, ça vous fait bouillir tous les fluides internes. Et ça vous fait littéralement gonfler comme un ballon. Mais ça ne marche pas avec Zach. Sans doute parce qu'ils n'ont plus de fluide du tout. C'est presque du gel en fait. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça sert à que dalle. Même chose pour le SNT. Le SNT? Sudden Nerve Trauma. Traumatisme nerveux instantané, je crois. Un autre effet des explosions rapprochées. Parfois, le traumatisme est si fort que tous les organes, le cœur, le cerveau, tout ça se déconnecte d'un coup, comme si Dieu décidait personnellement de vous niquer en appuyant sur l'interrupteur. Histoire d'impulsion électrique. Vous voyez le genre. Mais j'en sais rien, moi. Je ne suis pas docteur, merde. Et pas de SNT, donc. Non, pas une seule. Je veux dire, attention, hein. Je ne dis pas que Zach a traversé l'orage tranquille, sans s'inquiéter. J'ai vu des jets se faire littéralement désintégrer. J'en ai vu sauter en l'air et retomber en morceaux. J'ai vu des têtes vivantes, avec les yeux grands ouverts et la mâchoire géante, filer comme des feux d'artifice. On les dézinguait, ça c'est sûr, mais pas assez vite. Le flot des zombies ne s'est pas ralenti, bien au contraire, un vrai fleuve. Un torrent de cadavres qui boitaient, qui gémissaient, qui se piétinaient les uns sur les autres, en avançant vers nous au ralenti, comme une grosse vague bien compacte. La seconde zone de tir, c'est l'affaire des armes lourdes et des blindés. Les canons de 120 des tanks, les mitrailleuses des Bradleys et les missiles Faute. Les Nvies sont passés à l'action, eux aussi, avec leurs mortiers, leurs missiles et les Mark 19. Un genre de fusil mitrailleur, mais qui tire des grenades. Les hélicoptères Comanche nous sont passés à quelques mètres au-dessus de la tête, avec leurs mitrailleuses et leurs roquettes Hydra. C'était un vrai cauchemar de végétarien, un abattoir géant. Une espèce de nuage de chair s'éparpillait au-dessus de la horde. Rien ne peut survivre à ça. Je me rappelle avoir pensé, et pendant un bon moment, ça a été le cas. Jusqu'au moment où les tirs ont cessé. Cessé? Ils ont crachoté encore un peu. Puis, plus rien. Il garde le silence quelques instants, puis revient à lui. Son regard se durcit. Personne n'y avait pensé. Personne. Et ne venez pas me raconter des conneries sur les coupes budgétaires et les problèmes d'approvisionnement. Le seul truc dont on manquait, c'était d'intelligence, putain de merde. Pas un seul de tous ces connards de West Point et des écoles de guerre. Pas un parmi ces enfoirés médaillés jusqu'au cul ne s'est dit « Eh, t'as vu, on a plein d'armes super. Vous avez tout prévu, question munitions, au fait ?» Personne n'a réfléchi à la quantité d'obus dont l'armurerie allait avoir besoin pour maintenir un feu nourri. Combien de roquettes, de missiles pour les MLRS de canister. Les tanks se servent de ces trucs-là, qu'on appelle canisters. Une sorte d'obus géant. Ils crachent des petites boules de tungstène. Pas fin, vous saisissez. Du genre à gâcher une centaine de balles par zombie. Mais merde, mec. Ça au moins ça marchait. Et chaque Abraham n'en avait que 3. 3. 3 sur 40 en tout. Le reste, c'était des obus standards, du hit ou du sabot. Vous savez ce que ça fait à des zombies? Une Silver Bullet, ces fléchettes anti-blindage à la pointe en uranium enrichi. Rien, mon pote. Que dalle! Vous savez ce que ça fait quand on voit un énorme tank de 60 tonnes tirer dans le tas sans le moindre résultat? 3 canisters. 3. Et les fléchettes? Ça, c'était l'arme dont on entendait le plus parler à l'époque. Des petits dards en acier massif qui transformaient n'importe quel canon en désintégrateur. Tout le monde en parlait comme si c'était une invention récente, mais on s'en servait depuis la guerre de Corée. On les utilisait avec les roquettes Hydra et les Mark 19.
Imaginez un peu, un seul 19 qui crache 350 balles minute. Et chaque balle qui renferme quoi? Une centaine de fléchettes. Le calibre standard d'avant-guerre, 40 mm, contenait 115 fléchettes. Peut-être que ça nous aurait sauvé la mise. Mais non, putain de merde. Les tirs cessaient, Zach commençait à avancer. Et la peur, tout le monde l'a senti venir, dans les ordres des chefs de section, dans les mouvements des autres, à côté. Vous voyez, cette petite voix dans un coin de la tête, qui n'arrête pas de murmurer « Oh merde, oh merde, oh merde !» Nous, on était la dernière ligne de défense, ceux qui devaient finir le boulot. On était censé dégommer les rares jets qui échapperaient aux coups de massue. Honnêtement, seuls quelques-uns parmi nous pensaient avoir l'occasion de se servir de leurs armes. 1 sur 3, maxi. Et 1 sur 10 à espérer en dégommer personnellement un. Il en restait des milliers. Ils avaient envahi toute la route et se répandaient dans les rues, autour des maisons, à l'intérieur, partout. Il y en avait tellement. Ils gémissaient si fort qu'on les entendait à travers nos cagoules. On a tous ôté nos sécurités, pointé les cibles, et puis l'ordre d'ouvrir le feu est tombé. Moi, je tirais avec un SAW, Squad Automatic Weapon. SAW pour scier en anglais. Une mitrailleuse légère qu'on est censé utiliser calmement, avec des tirs brefs. Juste le temps de gueuler comme un malade. Crève, enfoiré, crève! Mes premières balles étaient trop basses. J'en ai chopé un en pleine poitrine. Il a fait un bond en arrière et s'est écrasé sur l'asphalte comme un pantin. Mais il s'est relevé comme si de rien n'était. Et merde, mec, quand il se relevait... Sa cigarette s'est consumée entre ses doigts. Il la jette par terre et l'écrase sans rien remarquer. J'ai fait de mon mieux pour contrôler mes tirs. Et mes sphincters aussi. Vise la tête. Je n'arrêtais pas de me répéter ça. Calme-toi. Vise la tête. Et pendant ce temps-là, SAW déblatérait du « Crève, enfoiré, crève !» On aurait pu les arrêter. On aurait dû même. Un mec, un fusil. On n'a besoin de rien d'autre, pas vrai? Des soldats professionnels, bien entraînés. Comment ils auraient pu s'en tirer, les zombies, hein? Eh bien, ils se le demandent encore. Les professeurs, les analystes, les patones en couches courtes. Tous ces types, merde. Ils n'étaient pas là, eux, ce jour-là. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est simple? C'est simple d'avoir été entraîné toute sa carrière militaire, à viser le centre du corps pour changer du tout au tout, et viser la tête. Comme ça, d'un coup. Vous croyez que c'est facile de recharger son arme, ou de la débloquer quand elle s'enraye, avec ses uniformes trop serrés, et cette putain de cagoule qui vous empêche de respirer? Vous croyez qu'après avoir vu toutes les merveilles de technologie militaire moderne servir à que dalle, après avoir assisté à 3 mois de grande panique, et avoir vu tout ce que vous considériez comme normal se faire bouffer sur place par un ennemi qui n'était même pas censé exister, c'est facile de garder la tête froide et d'appuyer tranquillement sur la détente sans s'affoler. Il claque des doigts devant moi. Eh bien, c'est pourtant ce qu'on a fait. On a quand même fait notre boulot. Et on lui a fait payer chaque centimètre à cette ordure de Zach. Peut-être que si on avait eu davantage d'hommes, plus de munitions, peut-être que si on nous avait laissé nous concentrer sur le boulot. Il serre les poings. Long Warrior, hypertech, hyperguerre, nétrocentrique. Mes couilles, le Long Warrior. Déjà que le spectacle n'était pas beau à voir. Mais avec en plus tous ces images que nous montraient tous ces zombies. En face de nous, il y en avait plusieurs milliers, même derrière. Derrière, des millions. Faut dire qu'on s'attaquait à un gros morceau, hein. L'épidémie de New York. Ça, c'était seulement la tête d'un long serpent mort-vivant, dont la queue gigotait à Times Square. Et ça, sans déconner, on n'avait vraiment pas besoin de le savoir. En tout cas, moi, je n'avais pas besoin de le savoir. Et la petite voix apeurée qui criait dans le coin de ma tête, elle faisait de plus en plus de bruit,
Oh merde! Et soudain, cette petite voix n'était plus dans ma tête. Elle couinait dans mes oreillettes. Chaque fois qu'un de ces connards oubliait de se contrôler, le Land Warrior le faisait gentiment savoir à tout le monde. Ils sont trop nombreux. Bordel, faut qu'on décroche. Un type d'une autre section, je ne me rappelle plus son nom, a commencé à pleurnicher. Je lui ai collé une balle en plein front et il est pas mort. Ils meurent pas quand on leur tire dans la tête. Je suis sûr qu'il avait juste loupé le cerveau. Ça arrive parfois. La balle reste coincée dans l'os et on ne fait que l'effleurer. Peut-être qu'il l'aurait pigé tout seul s'il avait gardé son calme et réfléchi 2 secondes. Mais la panique, c'est plus contagieux que les germes des jets. Et la magnifique technologie des Land Warriors transportait ces germes par la voie des airs. Quoi? Il meurt pas? Qui a dit ça? Tu lui as tiré dans la tête? Nom de Dieu, ils sont indestructibles. On entendait ce genre de trucs sur tout le réseau. Ça encombrait nos merveilleuses autoroutes de l'information. « Vogel, tout le monde !» a crié quelqu'un. « Libérez la ligne! Tout le monde dégage du réseau !» Une autre voix, plus vieille, ça s'entendait. Mais tout d'un coup, des hurlements l'ont couverte, et mon viseur s'est rempli d'une image tremblotante qui montrait du sang jaillir d'une bouche aux dents brisées. Mon viseur était celui de tous les autres. Le film venait de la caméra d'un gars posté dans le jardin d'une des maisons, derrière nous. Les propriétaires avaient dû laisser quelques membres de la famille derrière eux avant de prendre le large. Peut-être que les vibrations des explosions avaient affaibli la porte, je ne sais pas. Mais ils sont sortis comme des rats et ils se sont jetés sur ce pauvre type. La caméra a filmé toute la scène avec un angle idéal. Ils étaient 5. Un homme, une femme, 3 gamins. Ils l'avaient épinglé sur le dos. L'homme était sur la poitrine, les gamins sur les bras. Tous essayaient de le mordre à travers la combinaison. La femme lui a arraché son casque et on a tous vu la terreur dans ses yeux. Je n'oublierai jamais l'hurlement qui l'a poussé quand elle lui a arraché la lèvre inférieure d'un coup de dent. « Ils sont derrière nous !» a gueulé quelqu'un. « Il y en a partout dans les maisons. On est baisés. Ils sont partout. » Soudain, l'image est devenue noire, coupée de l'extérieur et la voix plus vieille est revenue. « Libérez le réseau !» a ordonné l'officier en faisant un bel effort pour ne pas qu'on l'entende chevrotter. Puis le réseau a été coupé. Ça a dû prendre plus de temps que ça, forcément, même s'ils nous surveillaient tous plus ou moins. Mais on a eu l'impression que juste après le blackout des communications, le ciel s'est rempli de JSF, chasseurs bombardiers. Je ne les ai même pas vus larguer leurs bombes. J'étais au fond de mon trou à insulter l'armée, Dieu et la terre entière, parce que je n'arrivais pas à creuser plus vite. Le sol a tremblé, le ciel est devenu sombre. Il y avait des débris partout, de la terre, des cendres et des trucs brûlants qui volaient en tous sens. J'ai senti quelque chose s'écraser entre mes 2 omoplates. Un truc souple et mou. Je me suis retournée comme un dingue. C'était une tête encore attachée à son torse, toute noircie et encore fumante, et elle essayait de me mordre. Je lui ai balancé un coup de pied, et je me suis tiré vite fait de mon trou, quelques secondes avant que la dernière bombe ne s'écrase au sol. Je me suis retrouvée en plein milieu d'un nuage de fumée noire, pile là où il y avait encore des milliers de zombies quelques instants auparavant. Je me rappelle vaguement avoir vu d'autres types sortir de leurs trous, des trappes s'ouvrir sur les tanks et les Bradleys, et tous ces mecs avec des yeux effarés dans les ténèbres. Un silence, une paix, un calme. Dans ma tête, ça a duré des heures. Et puis, ils sont arrivés. Ils sont sortis de la fumée comme un foutu cauchemar de mômes. Certains fumaient, d'autres brûlaient encore. Quelques-uns marchaient, rampaient sur le ventre arraché. Il en restait à peu près 1 sur 20 encore capable de bouger, ce qui faisait... merde, encore quelques milliers. Et derrière eux, implacable, tenace, régulier,
les millions que la frappe aérienne n'avait même pas touchés. C'est là que la ligne s'est rompue. Je ne m'en souviens pas exactement. J'ai des flashs, des gens qui courent, des troufions, des journaleux. Un journaliste avec une énorme moustache a essayé de sortir un Beretta de sous sa chemise et 3G, tout chaud, lui sont tombés dessus. J'ai vu un mec forcer la portière d'une des camionnettes de la télé, s'installer au volant, foutre dehors une belle blonde et tenter de prendre la fuite, avant qu'un tank ne les écrase tous les deux. 2 motos se sont rentrées dedans. Les débris ont fait une super pluie d'acier. Très réussi, bravo. Un pilote de Comanche, courageux de sa part, pauvre type. Il a tourné son rotor vers les aides qui approchaient. La pale a emporté un morceau de bitume avant de se planter dans une bagnole et l'hélico s'est fracassé contre l'immeuble LMP. Des coups de feu partout. J'ai pris une balle en plein sternum. La plaque Kevlar de ma combinaison l'a encaissée. J'ai cru que je venais de me manger un mur. Je n'ai pas reculé d'1 centimètre, mais je me suis retrouvé le cul par terre, le souffle coupé, et là, un sombre crétin a allumé une fumée de détresse juste devant moi. Le monde est devenu tout blanc. J'avais les oreilles qui bourdonnaient. Je me suis figé. Des mains s'agrippaient à moi, me saisissaient au bras. J'ai frappé au hasard, je me suis débattu. J'ai senti mes couilles se recouvrir d'un liquide chaud. J'ai hurlé, mais je n'entendais même plus ma propre voix. Encore d'autres mains, plus fortes cette fois. Quelqu'un essayait de me soulever. Et je hurlais, et je me débattais, et j'insultais la terre entière. Je pleurais. Un poing s'est écrasé sur ma mâchoire. Ça ne m'a pas mis KO, mais ça m'a calmé tout net. Ces types étaient du bon côté. Zach ne donne pas de coups de poing. Il m'entraînait jusqu'au Bradley le plus proche. Ma vision s'est éclaircie, juste assez pour voir le ray de lumière avant qu'il referme la trappe. Il sort une autre queue, puis la remet en place. Je sais très bien que les historiens professionnels parlent de Yonkers comme d'un échec catastrophique de l'appareil militaire moderne, et que tout ça prouve à quel point le vieil adage est vrai. L'armée maîtrise l'art de la guerre, juste à temps pour la suivante. Pour moi, tout ça, c'est de la merde. Bien sûr qu'on n'était pas assez préparés. Le matos, l'entraînement, tout ce dont je vous ai parlé. Du top niveau, 5 étoiles. De la merde plaquée or, ouais. Vous savez ce qui nous a vraiment laminé. C'est vieux comme la guerre, je suppose. C'est la peur, mon pote. Rien que la peur. Pas besoin de se la jouer, Suntis, pour savoir que la guerre, ça ne consiste pas à tuer ou à blesser le mec d'en face. Ce qu'il faut, c'est lui foutre les jetons. Il faut lui casser le moral à l'ennemi. C'est ce que font toutes les armées du monde, si elles veulent gagner la partie. Des tatouages tribaux au Blitzkrieg, en passant par le... Comment ils ont appelé le premier round de la guerre du Golfe déjà? Frappe et intimidation. Un nom idéal. Mais qu'est-ce qu'ils font si l'ennemi ne peut pas être intimidé? Je veux dire, d'un point de vue biologique. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là, à New York. Cette bataille a bien failli nous la faire perdre, cette foutue guerre. Le fait qu'on ne pouvait pas frapper et intimider Zach nous est revenu en pleine gueule. C'est lui qui nous a frappés et intimidés. Ils n'ont peur de rien. Quoi qu'on fasse, même si on les tue par millions, ils n'ont peur de rien. Jamais. Yonkers était censé incarner le jour où l'Amérique allait reprendre confiance en elle. Au lieu de quoi, on a eu le droit à une sacrée raclée. Et s'il y a un truc dont je suis certain aujourd'hui, c'est que sans le plan sud-africain, on serait tous en train de gémir et de grogner en ce moment. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'un Bradley, aplati comme une bagnole de stock-car. Je ne sais pas d'où le coup est parti, mais ça n'a pas passé loin. Si je m'étais trouvé debout au moment de l'impact, je ne serais pas là aujourd'hui.
Vous savez ce que ça produit comme effet? Une charge thermobarique. Demandez à ces types qui se promènent avec des étoiles aux épaules. Je vous parie une couille qu'ils ne vous avoueront jamais tous ces détails. On vous dira des trucs sous la pression, la chaleur, la boule de feu qui n'en finit pas de grossir, qui crame et qui bousille littéralement tout sur son passage. Chaleur et pression, c'est ça une arme thermobarique. Ça donne envie, hein. Alors imaginez ce qui se produirait immédiatement après. Le vide créé dès que la boule de feu se contracte tout à coup. Ceux qui survivent ont les poumons instantanément vidés, voire même, et ça, ils ne l'admettront jamais en public, tout simplement arrachés par la bouche. Oui, oui. En tout cas, ce genre d'horreur, personne ne survit assez longtemps pour le raconter. Voilà pourquoi le Patagone n'a pas trop de mal à maquiller la réalité. Mais si un jour vous voyez une photo de Z, ou même un vrai spécimen en chair et en os, avec les poumons encore attachés à la trachée, et qu'ils pendent dehors comme ça, n'hésitez pas à lui filer mon numéro de téléphone. Je suis toujours partant quand il s'agit de rencontrer un vétéran de Yonkers.